Donc, nous allons commencer. On ne va pas soumettre Luis à un interrogatoire. Non, non, non. On va lui poser quelques questions qu'on va se répartir, mais de façon un petit peu spontanée, pour lui laisser donc toute liberté de répondre. Ceux qui ont assisté aux présentations qu'il a fait dans les salles de cinéma savent comment il est généreux dans la présentation de chaque film, allant bien au-delà de ce que nous, programmateurs, pouvions dire sur ce film. On a beaucoup appris. Bon, tout va être enregistré, donc il n'y a pas de problème. Bon. Alors, je m'accorde la priorité et ensuite, je promets, je cède le micro. Bon. Alors, j'ai toujours une question qui, pour moi, est fondamentale et qui parle des origines. Je suis toujours curieuse de la question des parcours. Pas uniquement parce que formateur, etc. Savoir comment quelqu'un est né dans un village galicien, et il va dire où, a une scolarité, trouver une prof, une professeure qui décide un jour que tu vas peut-être répéter un texte, aimer le théâtre, une relation peut-être avec une sœur, enfin tout ce côté qu'on découvre et qu'ensuite on va voir peut-être dans certains films, dans certains rôles, et qui va marquer un parcours. Non, c'est vraiment des choses qui sont personnelles et qui peuvent intéresser tous les spectateurs. Corría el año 1971. No, on sait que tu vas le faire vivre. No, bueno, es que ya has contado casi todo lo que... No. Tu as déjà raconté un petit peu ce qui s'est passé. No, es verdad, yo empecé a tener inquietudes artísticas, por así decirlo, siendo bastante pequeño. La primera obra de teatro que recuerdo que interpreté tenía, creo que 12 años. Y después empecé en el instituto, en la enseñanza secundaria, empecé a experimentar un poco con el mundo del cine y el cortometraje, con un gran amigo mío, Jorge Coira, que hoy día es un director muy reconocido en España. En fait, mes envies artistiques ont commencé très très jeune. D'ailleurs, la première pièce de théâtre que j'ai pu faire, j'avais 12 ans. Et ensuite, au collège, je faisais des petites choses, des petits courts-métrages, des petites choses comme ça, avec un ami qui s'appelait Jorge Coira, qui aujourd'hui est un grand réalisateur. Y más o menos ahí, con 16, 17 años, mientras nosotros experimentábamos con nuestros primeros cortometrajes, esta profesora de literatura que teníamos, que nos daba clase a los dos, y a un tercer amigo que se dedica hoy día a la dirección artística, es decir, también está en el ramo del cine. Esta profesora de literatura empezó a mandarme leer textos en clase, todo lo que eran textos de prosa y de poesía, y me empezó a meter un poco el gusanillo del teatro, ¿no? Por así decirlo. Et donc, 16-17 ans, on faisait notre petite expérience avec des courts-métrages. Et en fait, à ce moment-là, on avait une prof de littérature, donc tous les deux, avec Jorge et avec un autre ami aussi, qui maintenant est aussi directeur artistique. Eh bien, elle m'a demandé, enfin, justement, de me proposer de lire des textes en prose et de la poésie. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis arrivée au théâtre. Por eso a mí me gusta insistir y contar la historia de esta mujer y de lo que significó para mí, porque creo que los profesores, los maestros, son muy importantes en la vida de la gente, en la vida de las generaciones que hoy día están estudiando y que en algún momento de su vida tendrán que decidir a qué dedicarse, ¿no? Cuando tienen algo de orientación, un mínimo de orientación, es una puerta abierta llena de luz hacia la que caminar, y en mi caso funcionó de manera absoluta. C'est pour ça que je voudrais vraiment mettre le doigt sur la signification que peuvent avoir et l'importance que peuvent avoir certains professeurs et maîtres, justement, dans la vie de certains élèves et des générations comme ça suivantes.
qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, mais il leur donne comme une orientation et surtout ils ouvrent des fois des portes sur un chemin de lumière auquel on n'aurait pas pensé. Et c'est pour ça c'est très important d'avoir ce genre de rencontres. Por eso creo que, aunque tengamos la sensación de que cuidamos a nuestros docentes, seguramente es insuficiente. Habrá que cuidarlos todavía mucho más y cuidar la educación. Et donc, bon, peut-être qu'on prend assez soin de nos professeurs, mais je pense que c'est important de le faire encore plus, parce que l'éducation est primordiale. Y bueno, a partir de ahí yo, es cierto que ya decidí que quería ser actor. Salí de la enseñanza secundaria convencido de que quería intentar probar suerte en ese camino y me mudé a Santiago de Compostela, que es donde en aquel momento había más actividad a nivel teatral, a nivel audiovisual, y donde creía que podía tener algún tipo de oportunidad. Y ahí, bueno, empecé a hacer algún taller de teatro, empecé a estudiar un poco, a prepararme con gente que después se convirtieron también en compañeros, y empecé a tener mis primeras oportunidades, tanto en teatro como en cine, ¿no? Et c'est là donc que j'ai décidé vraiment de me lancer dans la carrière d'acteur, enfin de devenir acteur. Et donc après le bac, eh bien j'ai décidé de tenter ma chance. Et donc je suis montée à Santiago de Compostela, où il y avait plus d'activités cinématographiques et théâtrales, et dans l'audiovisuel également. J'ai fait un atelier théâtre. Les compagnons avec qui j'étais sont devenus des amis. Et finalement, j'ai commencé à avoir mes premières opportunités de théâtre et de cinéma. Y ahí, bueno, me ganaba la vida trabajando básicamente como animador de una cosa que llamamos la BBC, que son bodas, bautizos y comuniones, y haciendo de payaso. Pero que era un modo de subsistencia maravilloso para poder hacer las otras cosas que eran más artísticas, pero que no daban un duro, ¿no? Et donc, moi, je gagnais ma vie en faisant ce que font un peu tous les acteurs au départ, donc le clown, dans les mariages, les anniversaires et les baptêmes. Et donc, c'était ma manière de gagner ma vie en attendant de pouvoir faire autre chose. Y ahora cuando voy a los cumpleaños de mis hijos, que siempre viene igual algún animador o a cumpleaños de amigos, de compañeros de mis hijos, y siempre muestro mucha solidaridad con ellos porque sé cómo lo están pasando. Et aujourd'hui, bien sûr, quand j'assiste à l'anniversaire d'un de mes enfants ou des enfants de mes amis, j'ai toujours un pincement au cœur un petit peu de penser à eux et une certaine solidarité parce que je sais par quoi ils passent. Y bueno, en definitiva, creo que todo eso ha hecho que mi concepción de esto sea desde un lugar muy de oficio, es decir, que me da la impresión de que siempre he tenido la sensación de que esto es un trabajo como cualquier otro, un poco más extraño, pues, si quieres, pero requiere básicamente de la misma dedicación, la misma disciplina y el mismo sacrificio en horas que cualquier otra actividad laboral, ¿no? Et donc, ma conception de ce travail, pour moi, qui est certes un petit peu plus étrange que les autres, mais qui, pour moi, est comme un autre. C'est-à-dire qu'il faut se dédier, se consacrer vraiment à ce métier. Il faut y sacrifier beaucoup d'heures, mais voilà, comme beaucoup d'autres métiers, finalement. Y creo que me ayuda sobre todo para no estar esperando siempre una inspiración divina que me ayude a hacer los personajes, sino que se traduzca en básicamente trabajar y estudiar, ¿no? Et ce qui finalement aide à ne pas attendre cette inspiration divine qui va m'apporter justement la facilité pour entrer dans un personnage, mais non, c'est le travail et le travail, toujours, qui me permet de rentrer dans ces rôles. Et c'est un petit peu la suite donc, de toute ton enfance et adolescence et tout ce parcours dont tu viens de nous parler. Quand on regarde ta filmographie, il y a quelque chose évidemment qui est tout de suite intéressant, c'est le choix de tes rôles. Et on se rend compte que dans beaucoup de films, tu ne fais pas que l'acteur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus. Il y a la personne, il y a le personnage qui va investir ses rôles. En Espagne, tout le monde connaît ton engagement pour de nombreuses causes sociales et surtout pour défendre souvent les plus défavorisés.
Et puis on peut d'ailleurs donner un exemple, c'est bien sûr le film que vous avez vu jeudi lors de l'ouverture, En los Márgenes, ne serait-ce que par la thématique, mais également par les personnes qui ont fait ce film avec toi, par le réalisateur, et tout le monde connaît également un positionnement politique et également social très proche de tes idées, et de Penélope Cruz, qui est très engagée, comme son mari Javier Bardem, comme vous le savez, à tel point qu'elle a aussi d'ailleurs produit le film aussi. Donc ma question c'est, pour toi, jusqu'où va la limite, si limite il y a, entre l'acteur et le citoyen engagé? Qué buena pregunta. Bonne question. La respuesta va a ser mejor aún, ¿eh? Lo dudo. La question va être encore mieux. Hein. Es que no creo que haya un límite definido. Supongo que las dos cosas tienen que convivir necesariamente. Y una no se puede abstraer de la otra. Yo voy con todo el equipo, no puedo ir solo con uno, no puedo ir solo con un Luis, ¿no? a trabajar, voy con todo. No lo puedo evitar. Tengo que convivir con todos los Luises que hay dentro de mí, ¿no? En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment une limite qui est définie. Il faut savoir habiter avec cela. On ne peut pas s'extraire de cela. Moi, quand je vais travailler, j'y vais avec toute mon équipe, hein, c'est-à-dire avec toutes les Louis qu'il y a à l'intérieur de moi. Je ne peux pas en mettre de côté. Donc voilà, il faut savoir vivre avec ça. Y mira, me voy a permitir parafrasear a un señor que está ahí arriba, que se llama Fernando León, que en algún momento, hace mucho tiempo, le oí decir algo similar a el cine es algo demasiado caro como para que sea simplemente entretenimiento, ¿no? Et je vais citer Fernando León, qui est là justement, et qui dit que le cinéma... Así, ¿no? C'était quelque chose comme ça, voilà, qui disait... il est tout derrière, oui, en effet. Le cinéma est assez cher pour qu'il ne soit pas seulement du divertissement. Y creo que tiene mucha razón en lo que dice. Creo que también hay cine de puro entretenimiento y que funciona muy bien y que está hecho por artistas muy, muy talentosos, pero es cierto que yo me siento especialmente cómodo cuando en las películas que hago, aparte de tener una misión cinematográfica, tienen una misión o tienen un objetivo de cambio, de transformación en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver o en nuestra forma de actuar. Et je pense qu'il a tout à fait raison en disant cela, parce que certes, il y a le cinéma purement de divertissement et qui est souvent fait par des très bons acteurs, des très bons artistes, mais moi je me sens plus confortable quand je choisis un film qui a certes une mission cinématographique, mais aussi un objectif de changement de manière de penser, de voir et d'agir. Y es cierto que hay postulados ideológicos que yo no podría defender en una película. Es así. Hay películas que podría hacer digamos que no estén especialmente comprometidas con nada y que, bueno, sí, podría hacerlas y seguramente ya las he hecho y las haré, pero hay otras en las que claramente, si defienden cosas con las que yo no estoy de acuerdo, me resulta incompatible con la actuación, ¿no? C'est certes, s'il y a des films qui sont idéologiquement contraires à ce que je pense, pour moi, c'est pas possible de les faire. Je ne peux pas rentrer dedans. Et certes, j'ai fait des films aussi où il n'y avait pas vraiment de compromis, mais ça, j'en ai fait, j'en ferai sûrement encore, ça, c'est pas un problème. Mais un film qui soit contraire à mon idéologie et qui défende une idéologie qui est contraire à la mienne, ça, c'est problématique pour moi. Je ne peux pas. Por otro lado, tengo la fortuna también de que no me las ofrecen. La chance que j'ai, c'est qu'on ne me les propose pas. Donc... Y bueno, antes creo que en alguna de las presentaciones de las películas lo hablamos, ¿no? Hay algo que es maravilloso, si te ocurre al menos una vez en la vida, que es que una película tuya haya conseguido transformar el mundo de una persona, al menos, ¿no? Yo lo decía antes también, yo no creo que las películas puedan cambiar el mundo, no creo que puedan transformarlo, son demasiado pequeñas como para poder hacerlo, pero creo que sí pueden ser una parte de ello. Y si consigues que al menos en la vida de una persona se torne algo mejor porque ha visto una película en la que tú hayas participado,
creo que ya mayor retorno no lo puede recibir un artista, ¿no? Et ce qui est merveilleux pour moi, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est de participer à un film, justement, qui transforme la vie d'une personne. Si ce n'est qu'une personne, ça vaut le coup. Certes, les films sont trop petits pour transformer le monde, mais si on arrive à ce qu'une personne qui voit le film arrive à changer et à rendre meilleure sa propre vie, là, on a gagné. Si, il va dar un ejemplo, pardon. En français, excusez-moi. Excusez-moi. Non, juste un exemple de ce que tu viens juste de dire. C'est justement à la sortie du film l'autre soir, En los márgenes, plusieurs personnes sont venues, bien sûr, nous parler, et il y a une remarque qui est revenue, dit, mais ces expulsions, c'était avant, en 2008, en 2010, pour la grande crise. Et en fait, non, c'est aussi maintenant. C'est-à-dire, en fait, c'est des sujets qui ont un peu disparu de l'actualité, et on croit que c'est du passé, et c'est la réalité. Et je crois ce que disait Louis, c'est que le cinéma sert à ça aussi, c'est mettre en lumière des événements qui n'existent plus dans les médias, dans les conversations. Ça, le cinéma, ça sert à ça aussi. Bueno, Juan Diego Boto hablaba de esto de una manera muy clara. No sé si estos días tú tuviste ocasión de hablar con él, pero parte de la idea y parte de la esencia de Los Márgenes es volver a traer a la primera plana un tema, un problema que se ha cronificado en nuestra sociedad, pero que no deja de ser un gran tema. Y se están produciendo alrededor de 100 desahucios diarios, con lo cual el problema sigue siendo el mismo. Otra cosa es que sea noticia, y las noticias ya sabemos que cada vez se consumen a más velocidad, ¿no? Oui, je pense que Juan Diego Boto en a parlé justement parce qu'une des idées du film de En los márgenes, c'était de remettre au premier plan un thème qui finalement était un petit peu sorti de l'actualité des médias. Et il faut savoir qu'aujourd'hui en Espagne encore, il y a 100 expulsions par jour. Donc c'est un thème qui a peut-être disparu des médias parce que vous savez très bien qu'un événement en annule un autre. Mais c'est un thème qui existe encore dans la réalité sociale. Pero además, por ejemplo, ahí está Fernando, con los lunes al sol nos ha ido pasando a lo largo del tiempo. Han ido pasando los años y la película ha ido casi cobrando actualidad, que es una cosa bastante triste si la piensas desde el punto de vista social, ¿no? Da la impresión de que la película va produciendo ecos después en la sociedad que uno no desearía, pero bueno, es el mundo que nos ha tocado vivir. Y es cierto que en el 2008, claro, la gente achaca una crisis al 2008, pero es que el problema no fue el 2008, el problema es todo lo que vino después y que sigue ocurriendo, ¿no? Et comme le film de Fernando León, Les lundis au soleil, justement, c'est un film étrangement qui est devenu de plus en plus actuel, c'est-à-dire, alors qu'il a quand même déjà beaucoup d'années. Et c'est peut-être triste, justement, socialement, mais c'est ce qui arrive assez souvent. Et bon, c'est le monde dans lequel on vit. Et ça se passe comme ça. Mais il faut savoir qu'une crise qui est passée en 2008, eh bien, après, il s'est passé encore beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'échos, et ça continue encore et encore. On a parlé déjà un peu de l'engagement et tout ça. Moi, j'ai une question par rapport au cinéma, et parce qu'aujourd'hui, on cite encore Fernando León de Aranoa, tu vas devoir faire un petit coucou, Fernando. Et puis, on parlait, je ne sais pas pourquoi, on parlait de Jean-Paul Belmondo à un moment donné. Et puis, ça m'a rappelé une anecdote, enfin, plus ou moins. Vous savez bien qu'il a eu des problèmes de santé, etc. Et il a repris, après tout ça, il a décidé de tourner encore. Mais apparemment, il a tourné un film, je ne m'en souviens pas trop du titre, peu importe. Et quelques amis lui ont dit, mais Jean-Paul, mais... là maintenant tu reviens, etc. Et pourquoi tu as tourné un si mauvais film, quoi? Et lui, il a dit, bah, écoutez, vous savez pourquoi? Parce que le fait de tourner, le tournage me manquait beaucoup. Le fait de parler avec des techniciens, de parler avec les chefs op, etc. L'ambiance d'un tournage me manquait énormément. Et je trouvais ça très beau, très beau. Et ma question donc à Luis Tosar, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que
Est-ce que toi aussi, en tant qu'acteur, tu trouves que le tournage et tout ça, cette ambiance-là, c'est vraiment quelque chose de magique pour un acteur comme toi? ¿Te imaginas que dijese que no ahora? Imagine-toi que je dis non maintenant. No, es maravilloso rodar. C'est magnifique de tourner. Yo ahora ya llevo muchos años rodando y evidentemente uno ya se va acostumbrando a ciertas cosas, ya algunas cosas se van convirtiendo un poquito más en rutina, pero aún así el cambio de una película a otra, por ejemplo, es tan brutal que es muy difícil que se convierta en algo estrictamente rutinario, ¿no? Ça fait beaucoup d'années que je tourne, évidemment, et donc je suis habituée aussi à ces tournages. Des fois, ça peut paraître même un peu routinier, mais, ou en tout cas de rentrer dans une certaine routine. Mais en fait, le changement d'un film à l'autre est tellement brutal, tellement énorme, qu'on ne peut pas tomber dans une routine. C'est pas possible. Yo recuerdo los primeros rodajes que yo viví, que era... No sé, supongo que yo nunca he ido a un campamento de verano, pero me imagino que lo más parecido a eso, ¿no? Una convivencia muy intensa durante mucho tiempo, con gente en general fascinante por una razón o por otra, de la cual aprendes mucho, con la cual vives cosas muy intensas durante un tiempo muy, muy breve y que no deseas terminar nunca, además, ¿no? Je me rappelle de mes premiers tournages, par exemple. Ça doit être un peu l'idée, j'y suis jamais allée, mais dans les camps de jeunesse pendant les vacances, ça doit être un peu ça, justement. Et donc cette façon de vivre ensemble pendant un certain temps, court, mais de manière très intense, avec des gens qui sont fascinants, desquels on apprend des choses et dont on n'a pas envie que ça finisse. C'est ça, vraiment, un tournage. Y entiendo perfectamente a Belmondo que echase eso de menos. Seguramente no echa de menos alfombras rojas o no echa de menos los oropeles, ¿no? Seguramente la cotidianidad de un rodaje y el divertimento, que es verdad, hablas con todo el mundo, la energía que se produce en los rodajes es mágica, casi permanentemente, a menos que sea un rodaje de estos que se convierte en un conflicto, ¿no? Pero en general son lugares en los que hay muchas ganas de que las cosas salgan bien todo el rato, ¿no? Et je comprends très bien Belmondo, justement, parce que c'est vrai qu'il devait sûrement pas... par exemple, le tapis rouge, hein, où c'est tous ces prix et tout ça, c'est pas ce qui devait lui manquer. C'est vraiment cette ambiance du tournage, parce que c'est quelque chose... C'est un endroit magique, avec une énergie vraiment magique, et constamment. Des fois, il y a des tournages qui peuvent... où il peut y avoir des conflits, certes, mais en général, ce sont des endroits, des moments où il y a... beaucoup d'envie d'arriver à faire quelque chose de bien. Y seguramente es de los pocos lugares en los que hay un montón de personas haciendo lo que más les gusta hacer y lo que mejor saben hacer. Et je pense que c'est un des endroits où justement il peut y avoir un maximum de personnes qui font ce qu'ils aiment faire et qu'ils ont toujours eu envie de faire et qu'ils savent faire en plus. Y es un privilegio poder vivirlo, evidentemente. Et c'est vrai que c'est un privilège de pouvoir vivre ça. Es verdad que luego, yo creo que por ejemplo en el caso de los directores, ruedan cada mucho más tiempo, seguramente la experiencia es mucho más intensa durante un tiempo más alargado. En el caso de los actores cambiamos más habitualmente de equipo, si te van las cosas bien, evidentemente, y varías un poco más, con lo cual, digamos, el bajón o la depresión posparto que empieza a ser cada vez menor, ¿no? Pour un réalisateur, évidemment, qui met plus de temps pour pouvoir faire un tournage, l'intensité est peut-être un peu plus longue aussi, parce qu'il y a tout ce temps de préparation et donc il connaissait un peu plus encore. Mais les acteurs, et finalement, on change un peu plus d'ambiance à chaque fois. Et bon, pour ceux qui ont la chance aussi de pouvoir tourner régulièrement. Et on n'a donc pas ce moment de postpartum où on a cette dépression qui vient après avoir fait quelque chose d'intense et où on n'a plus rien. Donc c'est vrai que quand on a la chance de travailler souvent, on ne vit pas ça.
Y luego es curioso porque puedes estar haciendo el mayor drama del mundo, contando la mayor tragedia, que si hay buena complicidad y buena conexión con la gente del equipo y con los compañeros, hay momentos hilarantes en los rodajes, ¿no? Et ce qui est vraiment étonnant, ce qui est vraiment étonnant, c'est que des fois on tourne des drames, des tragédies, mais il y a une telle complicité avec les compagnons avec lesquels on travaille qu'on a souvent des fous rires énormes. Mais ça, c'est un peu la contradiction justement de ces tournages-là. No, me dice José que cuenta algunos. No, se me viene ahora a la cabeza que, por ejemplo, en Te doy mis ojos hay una escena muy dura en la que, creo que es la del balcón, que yo la saco al balcón y se mea, ¿no? El rodaje del plano, del inserto de esa meada fue un despropósito absoluto, porque el que hacía los efectos era yo. Yo tenía una esponja empapada en un balde, una baldeta de agua, que le ponía entre las piernas a Laia y la iba apretando mientras el equipo de cámara intentaba sacar un inserto lo más preciso, y Laia, arriba, como no se lo veía, descojonada de risa. Entonces el temblor de las piernas no es un temblor de terror, es un temblor de una tipa que se está despollando. Par exemple, dans Ne dis rien, la scène qui est tellement dure du balcon où je prends Laila et où elle se pisse littéralement dessus. Eh bien, on a dû tourner un détail, un gros plan de cette scène où justement on voit sur ses jambes comment elle se pisse dessus en fait. Et c'est moi-même qui faisais le trucage, parce que j'avais une éponge donc qui était mouillée, que je remouillais à chaque fois qu'on reprenait là, et que je mettais entre ses jambes, donc en haut, pour qu'on puisse voir, penser que c'était donc sa piste qui coulait le long de ses jambes. Et elle qui était hors plan, donc, eh ben, elle était donc au-dessus, et elle qui était en train de vivre soi-disant un drame, eh ben, elle était morte de rire. Donc voilà, il y a des situations comme ça très extrêmes. Moi, j'allais parler d'Iciar Boyain, mais après ça, bon, iba a hablar de Iciar, pero después del chiste o del sucedido, es difícil. Donc, je commence en français. Donc, je pense que tous ici, l'année dernière, vous avez eu l'occasion, ou une partie au moins d'entre vous, ont eu l'occasion d'écouter, de recevoir et de voir les films d'Iciar Boyain bien avant même qu'elles ne viennent. Alors, la question toute simple, c'est pourquoi le choix, autant de fois, et dans des films qui sont importants à chaque fois, dans cet engagement dont tu as parlé tout à l'heure, pourquoi ce choix d'avoir tourné autant de films, peut-être pas assez, avec Iciar Boyain. Ce sont les sujets qu'elle te propose. C'est aussi le tournage avec cette réalisatrice. Qu'est-ce qui détermine ton choix? Bueno, creo que mi relación con Iciar ya parte de su primera película. Yo vi su primera película y quedé fascinado. La vi en un cine que ya no existe, por desgracia, en Santiago de Compostela, y de alguna forma decidí que eso era el tipo de cine que a mí me gustaría hacer, ¿no? Y me encantaba esa propuesta y me encantaba que fuera ella, además, ¿no? En fait, la relation que j'ai avec Iciar, elle vient de très très loin. J'ai vu son premier film et je suis restée fascinée par ce film. C'était dans un cinéma qui a fermé depuis, à Santiago de Compostela, et je me suis dit c'est exactement le genre de cinéma que j'aimerais faire et auquel je voudrais participer. Et j'aime beaucoup ces propositions à elle, justement. Y el maravilloso destino hizo que Manolo Martín Cuenca, con el que yo había coincidido, él haciendo el making of de una película de La Cuadrilla, hiciese la dirección de casting del reparto de la siguiente película de Iciar Boyain. Et le destin a fait que justement un ami, quelqu'un que je connaissais, qui avait fait le making-of d'un film dans lequel j'étais, de La Cuadrilla, qui s'appelle Manolo Martín Cuenca, eh bien s'occupait justement de la distribution du deuxième film de Iciar Boyain. Y nos entrevistamos, claramente hubo ahí una química especial o una conexión especial,
Luego hicimos posteriormente unos ensayos así de unas secuencias y decidimos que, bueno, decidió ella básicamente que yo hiciese la película y a partir de ahí, de que esa fue su segunda película, Flores de otro mundo, ya, bueno, se inició una historia de colaboración profesional y de amistad y de una conexión brutal a lo largo del tiempo, que además siempre ha coincidido con que me ha ofrecido retos interpretativos, siempre me ha ofrecido cosas muy complicadas de hacer, ¿no? Alors, donc, après, j'ai eu une interview avec lui. Je l'ai rencontré, donc on a discuté. Il y a eu une vraie connexion entre nous dès le départ. Après, j'ai fait une répète, enfin quelques répètes avec elle, et elle a décidé de me prendre pour le rôle. Et c'était les fleurs d'un autre monde. Et j'ai une grande histoire de collaboration professionnelle avec elle, mais aussi d'amitié. Et elle m'a toujours offert des défis d'interprétation à travers les rôles qu'elle me proposait. Toujours des rôles très complexes et j'ai beaucoup aimé ça. A veces incluso he llegado a pensar si será un poco sádica y dice, esto que lo haga Luis, que se joda. Des fois, j'ai même réussi à penser qu'elle avait peut-être un côté un peu sadique à me proposer des personnages aussi complexes. On me dit, allez, il va arriver à le faire, lui, c'est bon. No, pero lo que sí es verdad es que a veces me pide un poco de perdón cuando me va a ofrecer algo de antemano. Dice, te voy a mandar un guión. Joder, si lo hicieras tú, sería guay. Mais c'est vrai que quand elle me présente certains scénarios, elle me dit, en s'excusant presque de me l'envoyer, en me disant, écoute, ce scénario, ça serait génial que tu le fasses, ce personnage, parce que toi, tu peux le faire. Y ahí yo no es que sea muy listo, pero normalmente intuyo que no es una comedia. C'est pas que je sois très intelligent, mais j'ai toujours la sensation qu'à ce moment-là, ce n'est pas une comédie qu'elle me propose. Y de repente aparece una cosa como Maishabel, por ejemplo, y sí, es un jardín importante en el que uno, no es que se lo piense dos veces, porque si viene de ICIAR y leyendo el guión, casi de manera automática digo que sí, pero casi también de manera automática pienso, joder, ojalá no se haga la peli. Et évidemment, quand même un scénario comme Les Repentis arrive, eh bien, on se dit, c'est pas possible de refuser un tel rôle. Mais en même temps, on le lit, on se dit, oh là là, il est fantastique ce rôle, il est tellement complexe. Mais en même temps, on se dit, j'espère que le film ne se fera pas. Que eso es otra de las cosas, al hilo de lo que preguntaba antes Josian, que el terror de afrontar un nuevo proyecto es una cosa que no se pasa nunca. Et justement, la terreur à chaque fois qu'on s'affronte, qu'on va commencer un nouveau projet, ben, elle ne disparaît pas, cette terreur. Il y a toujours cette peur de se dire qu'est-ce que ça va être. Y creo que es por desgracia y por fortuna. Por desgracia, porque quizá a uno a veces le gustaría poder afrontar proyectos con un poco más de tranquilidad y disfrutarlos quizá un poco más, pero al mismo tiempo la fortuna de estar muy, muy, muy atento a las alarmas, ¿no? De no dejar pasar, no dormirte los laureles, no dejar de estudiar, no dejar de estar atento a lo que tienes que contar. Alors c'est vrai que c'est malheureux d'un côté parce qu'on aimerait pouvoir faire des nouveaux projets avec un peu plus de tranquillité, avec un peu moins de stress aussi. Mais quelque part, c'est aussi un avantage parce que ça nous permet d'être toujours en alarme, d'être toujours, de ne pas de s'endormir sur ses lauriers et donc d'être toujours en activité. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est ça, quoi, aussi. Y ya a modo de anécdota, ICIAR hace una cosa muy bonita en rodaje, que es que ella nunca dice acción. Ella dice cuando quieras. Il y a une anecdote très belle de ICIAR qui est très belle, justement, enfin, pendant le tournage. Elle ne dit pas action, elle dit quand tu veux. Je pense que la plupart des personnes qui sont ici ont vu le film Le Repenti, Maishabel. Et je crois que je traduis la question qu'on pourrait te poser. Est-ce que le rôle d'Ivonne Etxezarreta était plus difficile à jouer que d'autres rôles
que tu as joué dans d'autres films, on va dire, de Iciar Boyain. No sé si el más complicado, pero el que me arrojaba más responsabilidad sobre, digamos, sobre mi conciencia, sí. Peut-être pas le plus compliqué, mais celui qui me donnait une responsabilité de conscience. En effet, oui, ça a été le plus important pour moi. Porque se trataba de encarnar a un personaje que está directamente inspirado en una persona que existe, que ha cometido atrocidades en el pasado, que de ninguna manera puedo justificar, pero que tengo que intentar comprender para poder hacer comprender, digamos, ese dolor causado y ese viaje de arrepentimiento que el mismo personaje decide emprender, ¿no? Y que creo que era un proceso muy delicado, con muchos prejuicios sociopolíticos detrás, y que creo que exigía de unas costuras muy, muy, muy finas para poder llegar al espectador, salvando todas las controversias que sabíamos que iba a haber, ¿no? C'est vrai qu'au moment d'incarner ce personnage, c'est savoir que ce personnage était une personne qui existait et qui avait commis des atrocités qu'on ne pouvait pas justifier, mais qu'il fallait que j'essaie de comprendre pour pouvoir le faire comprendre ensuite au spectateur. Comprendre cette douleur qu'il a causée, mais aussi ce voyage qu'il a effectué vers le repenti, comme le titre. Et tout ce processus était très délicat parce qu'il y avait derrière un compromis sociopolitique derrière ce film et derrière ce personnage. Et il fallait vraiment coudre avec des fils très fins tout ce que j'allais pouvoir faire parce que je savais que ce genre de film et de personnage pouvait soulever de grandes controverses. Y tampoco quería traicionar, por supuesto, el mensaje que el propio Ibón, el Real, había intentado transmitir en todo este proceso, ¿no? Yo tuve la suerte de encontrarme con él y él fue muy generoso con todo lo que me contó, de todo su proceso vital, y de alguna manera te están nombrando transmisor de esas ideas, y quería que quedasen lo más claras posible, ¿no? Et en plus, je ne pouvais pas non plus trahir justement ce qu'était Ibon et ce personnage, donc, et le message qu'il voulait faire passer à travers notre rencontre, quand on a pu se rencontrer. Il a été très généreux justement sur son processus vital pour me le faire comprendre, et il me nommait en quelque sorte comme quelqu'un qui allait devoir transmettre aussi justement tout ce qu'elle avait vécu et ce qu'il voulait faire comprendre, par quoi il était passé. Donc c'était quelque chose de très subtil à faire. Je peux peut-être poser une dernière question, mais il y a un acteur espagnol qui s'appelle Fernando Fernán Gómez, n'est-ce pas, qui était enfin un grand acteur, n'est-ce pas, et qui disait quelque chose, surtout quand il faisait du théâtre. Il disait que, et tu viens de le dire aussi, la peur quand il faut affronter un nouveau projet, etc. Et surtout quand il faisait du théâtre, il disait, en fait, ça le stressait beaucoup. Il ne voulait pas parce qu'il disait, j'aime pas qu'on me regarde quand je travaille. Et puis pour un acteur, c'est horrible, n'est-ce pas? Ça. Et donc, ma question est ça. Toi, est-ce que ça t'arrive d'affronter la peur pour un film? Est-ce qu'après, tu aimes bien te regarder toi sur l'écran ou tu revisites jamais tes films, etc.? Al principio muchísimo, ahora ya menos cada vez, porque de alguna manera te acostumbras a ti mismo, ¿no? Au début, oui, beaucoup, mais maintenant un petit peu moins parce qu'on s'habitue à se voir. Y de alguna manera también, a medida que pasan los años, cada vez vas siendo un poco más consciente de lo que estás haciendo en cada momento, con lo cual ese recuerdo
es un poco más preciso. No te llevas grandes sorpresas cuando te ves. Et avec les années, on a de plus en plus conscience de ce que l'on fait. Et donc, quand on se revoit en train de faire ce qu'on a fait, on sent que c'est plus précis. Et donc, on n'a pas une grande surprise à se dire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là ?» Yo recuerdo algunos de mis primeros trabajos que cuando los veía no entendía por qué coño había hecho alguna cosa. Decía, ¿pero qué hice? No, o sea, no me reconocía en realidad. Au début, quand je me voyais, il y avait des moments où je me disais, mais je ne comprenais pas comment j'avais pu faire ça. Je ne me reconnaissais même pas. Pero creo que eso en parte es fruto de la tensión, de los nervios, de que no estás totalmente en tus cabales porque estás haciendo un viaje que está un poco más allá de tus posibilidades en muchos casos, ¿no? Mais ça arrive souvent parce que à ce moment-là, on n'était pas dans une attention complète. On avait peut-être on était un peu trop nerveux, et peut-être qu'on était dans un voyage, en train d'effectuer un voyage qu'on n'était pas capable de faire encore. Y la verdad es que es muy bonito tener la oportunidad de ir depurando, por así decirlo, tu técnica a lo largo del tiempo, lo cual pasa por tener la oportunidad de trabajar. En muchos casos, cuando no tienes ofertas de trabajo, es muy difícil, además, que puedas entrenar, claro. Et ce qu'il y a de beau aussi, c'est savoir cette opportunité de pouvoir petit à petit épurer sa technique. Et évidemment, quand on n'a pas d'opportunité d'offre de travail, on n'a pas cette occasion de faire ce travail-là, justement, d'épuration. Yo recuerdo que hace muchos años, los primeros trabajos, siempre que había la búsqueda de la emoción, por ejemplo, pues era muy trabajosa, era muy angustiosa, estabas permanentemente con la sensación de que quizá no llegabas, con lo cual tú mismo te boicoteabas. Y con el paso del tiempo uno va mejorando o va con el machete abriendo camino y tienes una visión mucho más clara de a dónde quieres llegar y cómo llegar, y como la manejas mejor, lo disfrutas más actuando, ¿no? Et donc, il y a des moments où le travail de chercher l'émotion pour qu'elle arrive au bon moment est tellement angoissante que finalement, on n'y arrive pas. Et c'est comme ça qu'on se boycotte soi-même, en fait. Mais avec le temps, on arrive vraiment on arrive plus facilement à l'objectif qu'on veut atteindre. C'est un peu comme si on avait une machette et qu'on s'ouvrait plus facilement le chemin. Et parce qu'on sait où on veut arriver et comment y arriver. Yo tengo esto es una cosa bastante íntima que voy a contar, porque creo que casi... Je vais raconter quelque chose de très intime. Porque es que yo tengo un recuerdo de la primera función de teatro que hice, no esta de 12 años, sino la que ya hice cuando estaba en la enseñanza secundaria, antes de irme del instituto. Bon, c'est un souvenir donc d'une pièce de théâtre qu'il a fait, pas celle quand il avait 12 ans, mais un peu plus tard, vers les 16-17. Es que tuve como una especie de viaje astral. Yo de repente me salí del escenario y estaba desde fuera manejándome a mí mismo. En fait, j'ai eu comme une sorte de voyage astral, c'est-à-dire je suis sortie de mon corps et je me suis vue en train d'agir, enfin d'interpréter moi-même. Que hoy día, claro, con los recuerdos alterados y todo eso, no tengo ni idea de si realmente me ocurrió, o sea, si tuve esa sensación real o me la creé después incluso, ¿no? Et c'est vrai qu'avec les souvenirs, comme vous savez, comme on ne les domine pas vraiment, je ne sais même pas si vraiment j'ai eu cette sensation, si je l'ai vraiment vécue ou si je l'ai recréée par la suite par des souvenirs en y repensant. Pero el caso es que es una imagen que a mí me sirve como estándar para medir si realmente estoy bien actuando o no. Que es que si logro salirme un poco fuera y tengo una visión un poco más exterior de mí mismo en el momento en que estoy actuando, normalmente las cosas me salen mejor. Mais c'est une image qui me sert à savoir si je suis bien dans ce que je suis en train de faire. Et parce que si j'arrive à sortir comme ça un petit peu de moi et à me voir en train d'agir, enfin d'interpréter et de jouer, eh bien, c'est que justement je suis bien.
c'est que je suis bien avec ce que je suis en train de vivre. Pero también es cierto que esa sensación que yo viví, o ese viaje que tuve en esa función, nunca me volvió a pasar tal cual, con lo cual creo que es algo que persigo permanentemente y que no sé si volveré a conseguir, ¿no? Mais cette sensation, justement, de me voir en train de jouer, je ne l'ai plus ressentie par la suite. Et donc, c'est quelque chose que j'ai l'impression que je suis en train de poursuivre encore un petit peu à chaque fois que je travaille, mais que peut-être je ne revivrai plus. A menos que me convierta en monja, que eso también es otra posibilidad. À part si je deviens une moine ou même nonne, on ne sait jamais. Par exemple, Louise, la semaine prochaine, on va accueillir Carmen Maura et j'ai lu, elle disait, je ne sais pas où exactement, mais elle disait qu'elle est ce genre d'actrice qui est tout à fait capable de se séparer, de se détacher de son personnage. Et une fois le tournage fini, elle rentre chez elle, elle continue d'être Carmen Maura sans problème, etc. Est-ce que toi, tu fais partie aussi de ce genre d'acteurs, actrices qui sont très capables ou tu portes un peu le personnage même dans ton quotidien? Yo también sigo siendo Carmen Maura cuando Moi aussi, je continue à être Carmen Maura quand j'arrête. acabo de rodar y me convierto en Carmen Maura, es increíble. Je viens de tourner et je deviens Carmen Maura, c'est dingue. Yo creo que sí, pero también, o sea, en general siempre he tenido la sensación de que soy un tipo de actor de los que desconecta fácilmente de lo que está haciendo en el momento, 5 minutos antes, ¿no? Pero luego también es cierto que nunca había tenido un contraste tan claro, bueno, quiero decir, no había tenido gente para contrastarlo de manera fehaciente hasta estos últimos años, que he tenido familia, he tenido mujer e hijos. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta de cómo son las cosas de verdad y de cómo llegas a casa de verdad, ¿no? Y cuando antes todo daba igual, porque podías llegar mosqueado, irritado, eufórico, casi sensorialmente drogado, lo que fuese, daba lo mismo, ¿no? Porque o quizá tenías pareja, pero una pareja además que se dedica a lo mismo y que no confronta eso. Pero ya, con familia, la cosa cambia. Je pense que oui, en effet, je suis un acteur qui se déconnecte après de son personnage, 5 minutes après, ça y est, j'ai déjà oublié. Mais en fait, ce n'est pas aussi clair que ça, parce qu'avant, je n'avais personne pour me dire en face qu'en effet, quand j'arrivais à la maison, eh ben, que j'étais de nouveau moi. Et maintenant que j'ai une famille, c'est différent, parce qu'il y a des personnes qui, en effet, sont ton propre miroir, ou te disent que tu arrives, en effet, énervé ou euphorique, ou même la sensation d'être drogué, enfin. Mais maintenant que j'ai une famille, avant, j'avais peut-être j'étais peut-être en couple, mais avec quelqu'un qui faisait la même chose que moi. Donc, il n'y avait pas ce contraste de me dire ou de m'expliquer qu'en effet, je n'étais pas exactement moi à ce moment-là. Y no digo que sea un tarado que vive dentro de una caja de zapatos porque tiene que interpretar a un zapatero ni nada por el estilo, pero en pequeños detalles en los que, por ejemplo, los niños claramente sí notan que no es su padre, digamos, ¿no? O sea, no es que no sea su padre, o sea, que su padre no actúa así. Et je ne suis pas ce genre d'acteur aussi qui a besoin, s'il interprète un cordonnier, de vivre avec toutes les chaussures, enfin vraiment, et de vivre avec toutes ces... Non, je n'ai pas besoin de ça, parce qu'en fait, les enfants, eh bien, eux, ils vous le disent. Ce n'est pas papa qu'on a en face. Et là, bon, il faut bien le reconnaître. Entonces yo ahora esa alarma, digamos, la tengo cada vez más aguda, mejor afinada para intentar que no ocurra, ¿no? Porque prefiero que mis hijos vivan su infancia teniendo un padre mínimamente normal, ¿no? Et donc cette alarme, en fait, cette chose-là, je fais attention et elle est je suis de plus en plus attentif à cela parce que je n'ai pas envie que mes enfants vivent avec un père qui ne soit pas normal. On va vous donner la parole. Donc, je ne sais pas où sont les micros. Parce que je vois dans les visages de vous toutes Buenas et tardes. tous que vous savez de qué. Hola, estoy aquí. Bueno, tengo una pregunta, pero yo diría que son dos preguntas en una. Es un poco una
pregunta difícil y no sé cómo hacerla, pero bueno, me gusta hacer, desde poco me gusta hacer esa pregunta sobre todo a los artistas hombres, porque he notado que los hombres, ¿cómo decirlo? O sea, que tienen más éxito que las mujeres. Y esto es debido a que las mujeres ayudan mucho a sus hombres. Así que yo me pregunto, como en tu caso, ¿en qué te ayuda estar con alguien? Y también en qué medida estás para tu familia. Y también, esa es la segunda pregunta, cuando no trabajas, ¿qué te gusta hacer en tu vida cotidiana? Esto. Gracias. J'ai remarqué que les artistes hommes ont plus de succès que les artistes peut-être femmes, peut-être parce qu'ils ont une femme derrière eux. Et donc, je voulais savoir dans quelle mesure tu avais quelqu'un qui t'aidait dans cela et dans quelle mesure tu vivais cela en famille. Et quand tu n'as pas de travail, comment est ta vie quotidienne? Qu'est-ce que tu fais? Pues mira, respondiendo a la primera parte, en mi caso, es que somos una pareja de... Supongo que lo preguntas por eso, porque somos pareja de actores. Ah, vale. Bueno, en mi caso, somos pareja actor-actriz. Y en mi caso, claro, mi mujer es chilena y ella se vino a vivir a España, con lo cual significó que ella dejó su carrera de lado, no de lado, porque por una cuestión geográfica, claramente ya dejó de trabajar de allí en Chile paulatinamente y empezó una carrera desde cero en España. Entonces, ahora mismo no sabría decirte, quiero decir, yo cuando nos conocimos y nos juntamos, yo ya tenía una carrera hecha en España, o sea que no hay una relación entre que ella haya dejado de trabajar y que yo haya conseguido éxito, sino que ya la situación se dio así. Ahora estamos un poco en el proceso inverso, de intentar que ella se posicione en la industria en España y de momento, bueno, van saliendo cosas. Cuesta mucho porque es chilena, entre otras cosas, y cuesta, pero entiendo que en el mundo de la conciliación familiar sí, siempre va a haber alguien que va a salir un poco más perjudicado, ¿no? Creo que la idea es intentar negociarlo lo mejor posible para que ninguno de los dos esté especialmente descompensado, ¿no? No es fácil, de todos modos. Moi, je vis en couple avec une actrice qui est chilienne, pardon. Je commence à fatiguer là. Qui est chilienne et donc qui est venue vivre en Espagne et qui a dû, par conséquent, géographiquement, abandonner sa carrière d'actrice là-bas, au Chili. Et donc, elle recommence sa carrière vraiment depuis zéro en Espagne. Mais quand on s'est connus, notre cas est un peu différent, parce que quand on s'est connus, moi, j'étais déjà bien installée dans ma carrière d'acteur en Espagne, et elle était dans ce moment de ce processus de changement. Donc, c'est vrai que maintenant, on essaie de faire en sorte qu'elle puisse débuter vraiment en Espagne. Et c'est pas facile parce qu'elle est d'origine chilienne, donc justement, voilà. Mais ça commence à venir. Et c'est vrai que cette conciliation dans la famille, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va en souffrir un petit peu plus, qui pourra peut-être pas exactement faire ce qu'il a envie de faire. Et donc, c'est une négociation qu'il faut pouvoir réaliser entre deux et pour essayer de faire en sorte que les deux sortent gagnants quand même. Mais bon, j'avoue que c'est pas facile. Y contestando a la segunda pregunta, la conciliación es bastante compleja. Hoy día, por ejemplo, yo estoy aquí y mi mujer está rodando en Barcelona. Con lo cual, nuestros niños están solos. C'est vrai que... La conciliation dans la famille, c'est un peu difficile parce que comme elle est actrice, comme je viens de dire, ma femme est en train de tourner à Barcelone et moi, je suis ici. Donc, ça veut dire que mes enfants, ils sont seuls. No, básicamente lo que tienes que hacer es intentar invertir una buena parte de lo que uno gana para tener un equipo
de gente que te ayude con esto y que pueda ayudar a conciliar, porque estas cosas no ocurren una vez, ocurren en bastantes ocasiones, ¿no? Si uno quiere mantener la actividad por ambas partes. Y evidentemente no es plato de buen gusto, porque no nos gusta tener que hacer esto, pero bueno, es un día, al fin y al cabo. Nosotros intentamos estar la mayor parte del tiempo posible en casa con nuestros hijos. Yo hay muchas cosas que ya, también por fortuna, por la edad, no les tengo especial interés. Tampoco lo tenía mucho antes, ¿no? Pero hay muchos saraos, muchos eventos y muchas cosas a las que básicamente no voy, porque significaría pasar muchísimo menos tiempo con mis hijos. Y yo no quiero que mis hijos me recuerden como un padre ausente, como un señor que andaba por ahí y que de vez en cuando venía a casa a hacer gracias, ¿no? C'est vrai qu'à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est que l'argent que l'on gagne, eh bien, il doit aider justement à pouvoir maintenir cette situation pour que chacun puisse avoir quand même ses activités. Et c'est pas qu'on aime faire cela, mais bon, là, ça peut être un jour, c'est le cas justement. Mais on essaie vraiment chacun d'être là la majorité du temps avec nos enfants. Et c'est vrai que peut-être avec l'âge, et bon, c'est pas quelque chose que après lesquels j'ai couru, mais tout ce qui est les événements, où on reçoit les prix, enfin, toutes ces choses-là qui sont à part de notre travail, mais qui font partie de notre travail, eh bien, j'y vais beaucoup moins. J'y vais pratiquement pas, parce que je préfère passer ce temps-là avec mes enfants. Je n'ai pas envie qu'ils se rappellent d'un père qui soit absent ou qui vienne que de temps en temps pour les faire rire. D'autres questions, s'il vous plaît? Bonsoir. Alors moi, je me demandais si, eh bien, tout au long de votre carrière, il y avait eu un de vos personnages, un de vos rôles qui eh bien, vous avez marqué particulièrement ou pour lequel vous avez une affection particulière. Et si oui, eh bien, lequel et pourquoi? Merci. Es que en realidad creo que me va cambiando. Hay personajes a los que durante un tiempo les tengo un afecto muy especial y luego ya los olvido un poco. En fait, ça change. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai vraiment l'impression qu'il y a un rôle qui m'a marqué plus que d'autres, marqué de manière spéciale, mais en fait, ça change, ça évolue. Y luego soy bastante olvidadizo en general, ¿eh? O sea, borro el disco duro continuamente. Paso de una cosa a otra con bastante facilidad. Et de plus, j'ai tendance à oublier aussi facilement. J'ai mon disque dur que j'efface et que je réinitialise. Voilà. Creo que le tengo más afecto a los rodajes o a las experiencias de las películas que a los personajes, en realidad. O sea, recuerdo con mucho cariño muchos rodajes. Por ejemplo, Los lunes al sol es un rodaje que está instalado de una manera muy especial en mi corazón porque hice unas amistades que han perdurado hasta el día de hoy y que son maravillosas. Pero si tengo que hablar de José, del personaje, pues tampoco tengo un recuerdo muy presente, ¿no? Pero lo mismo me pasa con el resto, ¿no? Luego hay personajes que igual marcan más en los espectadores y te lo recuerdan, pero eso no necesariamente significa que uno lo tenga un especial cariño, ¿no? J'ai plus la sensation de garder en moi des tournages, des ambiances de tournage, et où j'ai pu... où j'y pense avec beaucoup de tendresse. Par exemple, le tournage des Lundis au soleil, je le garde vraiment dans mon cœur parce que durant ce tournage, j'ai créé des amitiés qui sont encore aujourd'hui très vivaces. Et le personnage en soi, qui s'appelait José, je ne me rappelle plus très bien de ce que j'ai pu y faire. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui est très présent en moi. Après, il y a des personnages qui marquent les spectateurs et qui donc me le rappellent quand ils me le voient, mais qui m'ont, moi, peut-être pas marqué comme eux. Y luego, yo he hecho algunos personajes, esto es de muy mal actor, seguro que es de mal actor total, que yo he hecho algunos personajes que para mí eran tan marrón
que acabar de hacerlos era una liberación. Con lo cual prefiero ya no recordarlo. Et est-ce que je vais dire, c'est peut-être une réaction de mauvais acteurs, mais il y a des personnages qui ont été tellement compliqués pour moi, qui m'ont tellement coûté, que franchement, quand je les ai finis, c'était une vraie libération. Donc de cela, c'est vrai que je ne m'en souviens pas du tout. Je ne veux plus m'en souvenir. No, pero por ejemplo eso, yo que sé, Yvonne de Maishabel o Te doy mis ojos, claro, eran cosas tan intensas que llega un momento que cuando acaba la película dices, hostia, ya, menos mal. Non, comme je disais tout à l'heure, Ibone dans Les Repentis ou dans Ne dis rien, sont des personnages qui étaient tellement intenses et tellement compliqués que quand ça a fini, pour moi, c'était quand même, voilà, c'est fait, c'est bien. Menos mal que es cine y queda grabado, porque si no... Heureusement qu'on peut les voir au cinéma encore, parce que moi, franchement... Alors moi j'avais une question, c'était par rapport, en fait, donc on vous a connu tout au long des années à jouer plusieurs personnages, plusieurs rôles en tant qu'acteur. Et ma question c'était de savoir, est-ce que vous avez déjà eu envie ou pensé à passer derrière la caméra comme scénariste ou comme réalisateur? Cuando yo empecé haciendo cortometrajes con mi amigo Jorge, en realidad toda la fase anterior, la fase de escritura y de producción, la hacíamos juntos y luego nos repartíamos el trabajo. Él dirigía y yo actuaba. Quand je faisais les courts-métrages avec mon ami Jorge, en fait, toute la préparation, l'écriture et la production, on le faisait ensemble. Et après, on séparait les choses. Moi, je jouais, et lui, il réalisait. Y la verdad es que después, en todos estos años de carrera, nunca he sentido una necesidad especial de ponerme detrás de la cámara o cumplir alguno de estos roles que cumplía en aquella época. Pero es cierto que en los últimos tiempos me ha empezado a picar un poquillo ya más el gusanillo. Durant toutes mes années de travail en tant qu'acteur, je n'ai pas ressenti cette nécessité de passer derrière la caméra, ni ces autres choses qu'on a pu faire, comme l'écriture de scénario ou la production. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai ressenti un petit peu cette envie, peut-être. Pero aún así me parece un trabajo titánico el de la dirección, porque igual que hace años, cuando yo empecé a hacer películas, tenía la sensación de que los directores estaban un poco más protegidos, vivían un poco más aislados, en el buen sentido, hasta la hora de rodar y después montar, incluso aunque hubieran escrito la película, ¿no? Y hoy día necesariamente tienen que estar muy involucrados en todo el proceso de financiación, de preproducción de las películas, y es un proceso agotador. Y muchos directores y directoras yo veo que a veces llegan a rodaje extenuados. Mais c'est un travail de titan, franchement, la réalisation. Parce que quand j'ai commencé, j'avais la sensation quand même que le réalisateur était un peu plus protégé. C'est-à-dire qu'il était un petit peu plus isolé, mais dans le bon sens du terme, pendant la préparation du tournage. Et après, bon, il y avait certes le tournage, qui est en équipe, et après, il y avait le montage, où de nouveau, il retrouvait un peu cette sérénité et cette possibilité de travailler un peu plus isolé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas, et je vois bien autour de moi des réalisateurs qui doivent tellement s'impliquer dans la recherche des financements que quand ils arrivent au tournage, ils sont épuisés. En ese sentido, creo que los productores han cogido un poco de vicio con esto de exprimir para extraer materiales y materiales y materiales de los directores en toda esa fase que antes normalmente tenían que hacer ellos, ¿no? J'ai l'impression que justement les producteurs profitent un petit peu comment dire, de les obliger un petit peu à participer plus à cette phase de financement, de recherche de financement, alors que ce serait plutôt leur travail à eux. Entonces, por ese lado, se me quitan un poco las ganas de dirigir, pero por otro, si en algún momento se dan las circunstancias suficientemente propicias, pues no es algo que descarte, ¿no? Donc c'est ce qui me donne, enfin, ce qui m'enlève un petit peu l'envie de me lancer là-dedans. Mais bon, si les circonstances se font, pourquoi pas?
Une autre question? Ah, après. Perdón. Bueno, Luis, yo te quería, es algo súper básico, simplemente preguntar, como estamos en un festival de cine y habrá mucha gente ya más que cinéfila también que quiera, gente joven que esté empezando en el mundo de la interpretación, ¿qué consejos darías? 3 consejos, 2 consejos para empezar y no rendirse, porque no siempre es fácil. Muchas gracias. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour ceux qui ont envie de commencer à travailler en tant qu'acteur, à se lancer et surtout pour résister, ne pas se rendre? 3 consejos: paciencia, paciencia, paciencia. 3 conseils: patience, patience, patience. Pero bueno, en cualquier caso, a mí una cosa que me funcionó muy bien es que yo nunca tuve una meta específica que perseguir. Lo único que quería era ser actor. Y más o menos las circunstancias me daban lo mismo. Lo único que quería era actuar. Entonces, por eso actuaba de payaso o actuaba en un sketch para televisión, aunque el programa fuera lo peor del mundo. Realmente mi único impulso era actuar. Y no tenía un objetivo concreto, no perseguía un objetivo concreto, con lo cual nunca sentí frustración cuando las cosas supuestamente no salían como deberían, ¿no? Y nunca me dejé de llevar demasiado por eso. Quiero decir que cuando la gente decía, coño, estás haciendo esto, pero tú deberías hacer no sé qué, bueno, yo haré lo que pueda. Y luego he tenido mucha suerte, evidentemente, ¿no? Pero creo que de alguna manera la invoqué, por así decirlo, ¿no? Je n'ai jamais eu vraiment un objectif spécifique ou concret de vouloir arriver à un certain niveau, on va dire. Ce que je voulais, c'est être acteur, tout simplement. Et quelles que soient les circonstances ou les conditions, ce que je voulais, c'est travailler en tant qu'acteur. Et donc, c'est pour ça que j'ai été clown, que j'ai fait des sketchs hyper mauvais à la télévision, mais bon, je ne ressentais pas de frustration parce que je n'avais pas cette sensation de ne pas arriver à cet objectif. Et donc, je ne me laissais pas emporter par cette chose-là. Il y en avait qui me disaient, mais tu ne devrais pas faire ça, tu devrais être déjà à faire des choses plus... Je disais, non, moi, je fais ce que je peux, voilà. Et donc, je pense que j'ai eu aussi de la chance, mais d'une certaine façon, je l'ai invoquée, cette chance. Je l'ai provoquée. Y luego creo que hoy día hay una cosa maravillosa a favor y una cosa igual de maravillosa en contra, que es que la tecnología permite que uno pueda generar sus propios materiales con una altísima calidad, que hace 30 años era muy difícil, es decir, necesitabas dinero para poder hacer algo mínimamente presentable, y hoy día prácticamente con un teléfono móvil lo puedes hacer y es una magnífica carta de presentación, pero al mismo tiempo esa misma tecnología ha provocado que la competición sea brutal, ¿no? Es decir, que hay muchísima más gente haciendo lo mismo que tú. Los tiempos han cambiado, cada uno... Yo seguramente ahora no sabría cómo hacer eso, seguramente tú sí. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que justement la technologie a tellement avancé que avec même un portable, on peut faire quelque chose de haute qualité, de très bonne qualité. Mais le problème de cela, c'est que du coup, il y a une grande concurrence qui est brutale et bon, voilà, les temps changent. Mais bon, sur moi, c'est sûrement quelque chose que je ne saurais pas faire, mais les jeunes aujourd'hui, ils savent le faire. Buenas noches, Luis. Voy a intentar en español. Tengo dos preguntas. La primera es, quería que nos hable un poco de la película Mientras duermes, creo que hiciste, que fue una película muy marcante para mí, de saber cómo has preparado este papel. Y la segunda pregunta es si ya tuviste en tu vida un momento de duda, un momento que no trabajabas, que los directores no te llamaban, que no tenía trabajo. Pues bueno, son las dos preguntas. Donc d'abord, Malveillance, c'est un film qui m'a marqué et j'aurais voulu savoir comment tu t'es préparé pour ce rôle. Et ensuite, dans ta vie, est-ce que tu as senti des doutes par moment quand on ne t'appelait plus, quand tu n'avais pas de travail? Te voy a contestar primero la segunda, porque
Yo la verdad es que nunca tuve grandísimos parones en mi vida. Los tuve, pero nunca me preocupaban demasiado antes de tener familia. Siempre pensaba, algo saldrá y yo puedo vivir con poco, o sea que si no es una cosa será otra, ¿no? Nunca he tenido esa terrible angustia. Hasta el momento en que ya que fui padre. Y ahí ya esto empezó la angustia fue exponencial. A cada día que pasaba, desde el nacimiento de mi primer hijo, cada día que pasaba, cada vez estaba más angustiado pensando, por favor, que no me quede sin curro. Y me quedé sin curro. Y de repente tuve un parón de 7 meses. Y creo que durante los primeros 4 o 5, realmente no sabía si iba a haber trabajo después o no. O sea que hubo bastantes meses de incertidumbre en los que ya tenía una criatura. Mi mujer tampoco estaba trabajando en ese momento. Con lo cual, bueno, la única fuente de ingresos podía ser algo que me saliese a mí, porque evidentemente a ella en ese momento no le iba a salir, porque estaba prácticamente aterrizando en España, ¿no? Perdona que me estoy enrollando. En fait, je n'ai pas eu de grands moments aussi, justement, où je ne travaillais pas dans ma vie. Mais en plus, c'est quelque chose qui ne m'a pas vraiment... qui me donnait pas vraiment d'angoisse, parce que je vivais seule. Donc je me disais toujours, bon, j'arriverai à me débrouiller, à vivre avec peu et puis et à continuer. Mais évidemment, une fois que j'ai été père et que j'ai une famille, eh bien cela a complètement changé. Et cette angoisse est devenue exponentielle parce que quand j'en avais encore un autre qui naissait, ça devenait encore plus préoccupant. Et en effet, avec le premier, eh ben, j'ai eu un moment où pendant 7 mois, je n'ai pas eu de travail, je n'ai pas eu de proposition. Et donc les 4-5 premiers mois, je ne savais pas si j'allais encore avoir du travail ou pas. Ma femme ne travaillait pas et en fait la seule manière d'avoir une entrée d'argent, c'était que moi je travaille parce qu'elle évidemment, elle devait aussi s'occuper de l'enfant. Donc voilà, c'était un moment très angoissant. Y bueno, fue un momento de susto grande, porque realmente vas consumiendo todas tus reservas se van acabando y hay una perspectiva de que puede no haber curro. Y esto me pasó hace muy poco tiempo. Esto me pasó con 44 años, tengo 51, y yo ya tenía una carrera totalmente consolidada, con lo cual, bueno, esto creo que te da la medida de qué tipo de profesión es esta, ¿no? Y de lo voluble, lo volátil que puede ser en el momento más inesperado, ¿no? Et évidemment, bon, on a eu quand même très peur à ce moment-là, mais parce qu'évidemment, les réserves économiques, eh bien, petit à petit, se terminaient. Et ça m'est arrivé, ça fait pas très longtemps. C'est-à-dire, j'avais 44 ans, maintenant j'en ai 51, et donc j'avais quand même déjà une carrière qui était assez solide. Mais bon, voilà, ça montre combien cette profession est aléatoire. Y con respecto a la primera pregunta, mientras duermes... si te soy sincero, no me acuerdo muy bien de cómo preparé yo esa película. Un poco por lo que decía tu compañera, que es que borro las cosas. Tengo el recuerdo de que trabajamos mucho con Jaume. Jaume es una persona muy graciosa. Jaume Balagueró, el director. Extremadamente gracioso. Es muy curioso porque él hace cine de género, en casi todo su cine se dedica a asustar a la gente, y él... es un tipo que difícilmente te asusta porque es muy payaso y muy gracioso. Pour Malveillance, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne me rappelle pas vraiment comment j'ai préparé ce rôle. Le réalisateur, Jaume Balagueró, est quelqu'un de très très drôle. Et c'est drôle parce qu'il fait du cinéma de genre, il aime faire peur aux gens, mais lui, il ne te fait pas peur. Parce que lui, c'est un vrai clown, il est très drôle. Y milagrosamente es un tipo de director que consigue transmitir suspense, terror, miedo, dirigiendo a sus actores casi siempre con algún chiste. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il arrive à transmettre donc du suspense, de la terreur, de la peur aux spectateurs, mais tout ça en dirigeant ses acteurs avec des blagues, en les faisant rire. Pero bueno, es muy inteligente, ¿eh? Es muy ingenioso. Todo lo que dice, en general, no tiene desperdicio. Mais il est très intelligent parce que, franchement, tout ce qu'il dit, ça vaut la peine. Y como no me acuerdo mucho de cómo preparar el personaje, te voy a contar una anécdota que no fue en el rodaje, fue posterior.
Pero yo, la actriz, la coprotagonista de esa película, Marta Etura, nosotros fuimos pareja durante 10 años. Y ella, espero que no le moleste que cuente esto, ella tiene terror a las cucarachas. De verdad, la actriz lo tiene, ¿no? Y en un viaje que hicimos a Cuba, íbamos rulando por la isla y parábamos en casas privadas que alquilaban habitaciones, ¿no? Y en una de estas fuimos a pasar la noche en una casita, apagamos las luces, nos echamos a dormir y en un momento dado yo me desperté con sed, que es una cosa que me pasa habitualmente. Encendí la lamparilla de noche, me iba a disponer a ponerme de pie y justo en el momento antes de poner los pies en el suelo vi que el suelo era una alfombra de cucarachas. Una alfombra de cucarachas llena completamente, no se veía ni un centímetro de suelo. Y me paralicé y dije, hostia, evidentemente no puedo despertar a Marta y decirle esto porque entonces se acabó el viaje a Cuba. Apagué la luz, volví a meter los pinrelillos en la cama y seguí durmiendo. Con la idea de que, bueno, con la luz del día espero que estas hijas de puta no estén. Y efectivamente hubo suerte y no estaban. Bon, je vais plutôt raconter une anecdote qui s'est passée après le tournage, puisque je ne me souviens plus vraiment de comment j'avais préparé ce rôle-là. Et en fait, à l'époque, l'actrice qui jouait dans ce film, Marta Etura, était ma compagne. J'ai vécu 10 ans avec elle. Et mais vraiment, elle est terrorisée par les cucarachas, par les blattes. Excusez-moi, parce que moi aussi, et donc je dis toujours cucaracha, parce qu'il y en a en Espagne. Bon, je vais essayer d'être brève. Et donc, ils ont fait un voyage à Cuba, et dans des maisons privées qui louaient des chambres. Et ils sont arrivés une nuit dans une petite maison comme ça, et ils ont été dormir, ils ont éteint la lumière, et lui, la nuit, il a toujours soif. Donc, il se lève pour aller boire, et il allume la lampe de chevet, et il n'a même pas l'occasion de se mettre debout parce que le sol était jonché de blattes. J'arrive pas à dire le mot. Et on ne voyait pas un millimètre du sol, tellement il y en avait. Et du coup, lui, sachant que sa compagne était terrorisée par les blattes, il a préféré éteindre la lumière, ne pas la réveiller et attendre que peut-être au petit matin, toutes ces petites bestioles là ne seraient plus là. Il y avait une question là. Por eso no he visto la película. Te lo juro, que no la puedo ver. C'est difficile d'enchaîner avec ça, mais bonsoir Louis. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'importance de l'éducation et du rôle des enseignants. Et je voulais savoir si vous étiez conscient et quel effet ça pourrait vous faire de savoir que la plupart de vos films, alors je pense à También la lluvia, Opération E, Maïcha Belviento, sont des films qui sont étudiés avec les élèves du secondaire, en collège et lycée, et que vous aussi, peut-être, vous avez un rôle très important auprès d'eux. No sabía que esta, pero bueno, sabía que algunas de las películas que yo he hecho sí se han utilizado en... Sí, es verdad. Sí. Que no sabía esto en concreto que me cuentas, pero sí sabía que algunas de las películas que yo he hecho sí se han utilizado en escuelas, en talleres, por ejemplo, de reeducación. Con Te doy mis ojos ha pasado mucho. O sea, es una película que se ha usado mucho en España, aquí no sé, ¿no? Bueno, aquí también, ¿no? En la universidad. Sí. Y la verdad es que me llena de orgullo, evidentemente, que las películas tengan un recorrido que, como decía antes, que sea más allá de lo estrictamente cinematográfico. Oui, je savais que quelques-uns de mes films comme ça avaient été passés par des écoles, par des ateliers aussi de rééducation, comme Ne dis rien, justement. En Espagne, c'est sûr. Ici, je ne savais pas encore que, voilà, oui, en effet. Mais ceci en particulier que vous avez cité, je ne le savais pas. Mais bien sûr, je suis fière de cela et de savoir que ce que je fais dépasse justement le côté cinématographique des films que je choisis de faire.
Bon, mais il me reste le rôle de fermer cette rencontre, cette soirée, et remercier vraiment chaleureusement, sincèrement, Luis Tochar de cette présence nourrie, généreuse. Et puis, on lui dit que on cherchera des nounous pour ses enfants. Et on est prêt à aller vraiment à Madrid s'occuper des enfants pour que tu puisses revenir ici avec ta compagne ou tout seul. Hein. Donc voilà, une proposition qui t'est faite. Hein. Yo puedo ser verdaderamente ocuparme de los niños. Les puedo enseñar el francés, en fin, cosas. Sería perfecto. Nuestro plan inicial, sabías que era venir ya con toda la familia, con los niños. Pues pero... Initialement, c'était ça. Il devait venir avec toute la famille. On avait vraiment un plan A. Quelqu'un qui est là, Roberto Varela, que je salue, et qui est le responsable chargé de culture, conseiller culture de l'ambassade d'Espagne, qui a été vraiment, depuis le début du festival, qui nous a accompagnés, qui s'est occupé de nous tous, mais il était aussi chargé de s'occuper de la famille de Luis. Donc voilà, donc il y a des nounous comme ça. Hein. Donc tout ça pour dire que gracias, muchísimas gracias, merci beaucoup. Merci. Hein. Donc reviens vite, vuelve pronto. Et merci à vous tous de ce début de semaine du festival. On vous donne rendez-vous demain, après-demain, jusqu'à dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup. Merci.